Nous sommes à Baie-Comeau, avec ses rues d'anciennes maisons de compagnie propres et bien alignées qui contournent la montagne. Elles furent tracées par un urbaniste, voilà près de 50 ans. Ces nouvelles villes, apparues au 20e siècle, sont des villes bien organisées où tout tourne autour de l'usine. Ce moulin, comme on l'appelle aussi, fonctionne grâce à un barrage hydroélectrique qu'on y a construit tout près. On trouve évidemment un quai, d'où les grands navires lèvent l'ancre pour New York, Chicago ou Londres. Cette région témoigne en fait d'une autre côte nord, celle des pâtes et papiers et des premières aventures industrielles et urbaines du 20e siècle. Au début des années 1900, au moment même où les dernières scieries ferment leurs portes, la Haute-Côte-Nord reprend son souffle. De nouveaux explorateurs, des industriels maintenant, comme William Clark ou Robert McCormick, vont remonter les grandes rivières à la recherche d'épinettes et de sapins. La forêt est la matière première essentielle de cette nouvelle industrie des pâtes et papiers. On identifie des cours d'eau pour créer des barrages hydroélectriques nécessaires à ces nouvelles villes, à ces nouvelles industries. De Clark City à Baie-Comeau, des villes vont donc naître et renaître sur ce qu'on appelle la côte du bois. Baie-Comeau deviendra par ailleurs la première ville industrielle où l'on transforme au complet la ressource pour produire du papier. Au début du siècle, en effet, la plupart des grandes scieries pour le bois à planches sont déjà disparues. Ici et là, les pionniers se tournent vers la chasse, la pêche ou l'agriculture pour assurer leur subsistance. Seuls les habitants des villages comme Pentecôte, Sautomouton ou les Escoumins seront sauvés par l'arrivée des acheteurs de bois à pâte, cette fameuse pitoune qui est de plus en plus en demande dans les usines du Canada et des États-Unis. Car c'est vraiment de 1900 à 1940 qu'on voit apparaître une nouvelle côte du bois, celle de la Pitoune, où naissent des villages et des villes comme Clark City, Shelter Bay, Franklin, Baie-Comeau ou Forestville. D'anciens villages de pêcheurs et de bûcherons deviendront aussi villages d'expédition de bio. Car les forêts de la Haute-Côte-Nord sont idéales pour l'industrie des pâtes et papiers. Des milles d'épinettes et de sapinages qui peuvent fournir une fois écrasées une longue fibre de bois idéale pour le papier journal. Une pareille réserve doit être accessible. La Côte-Nord offre en prime une série de rivières qui serviront tour à tour de chemins d'exploitation et de routes d'accès aux milliers de bûcherons qui envahissent la côte chaque automne. Elles serviront surtout de vastes glissoires naturels pour les millions de cordes de pitounes de 4 pieds qui descendent au printemps rejoindre les bateaux et les usines. Enfin, ces cours d'eau si puissants peuvent être aménagés et fournir l'énergie aux 2 nouvelles usines de pâte et papier qui s'installent à Clark City et à Baie-Comeau. Pour expliquer l'avènement des villages et des villes comme Clark City, Baie-Comeau ou des villages d'expédition de bois à pâte, il faut situer au début du siècle dans la ruée vers les forêts de la Côte-Nord et du reste du Québec. Ce qui explique ça, c'est le contexte encore des grandes villes en Amérique du Nord où c'est d'imaginer des millions de personnes chaque matin qui partent avec leur quart de livre de papier sur le bras, c'est les journaux à grand tirage. Ça te fait une demande de papier absolument phénoménale. Tellement qu'aux États-Unis même, où c'est concentré évidemment, on commence à avoir des sérieuses peurs que la forêt s'épuise. C'est qu'on se tourne évidemment vers les forêts du Québec et de l'Ontario au nord, où il y a des épinettes en quantité, qui est le meilleur arbre pour la fabrication du papier, et il y a des rivières qui fournissent l'énergie hydroélectrique pour fabriquer le fameux papier. Enfin, dernier élément, les gouvernements vont décider de s'en mêler. Quand ça se produit dans les années 1900, on va mettre des législations. Par exemple, en Ontario, c'est vers 1900, au Québec, 1910. On fait des lois qui interdisent d'exporter du bois brut pour être sûr qu'on ait non seulement la fabrication ou l'exploitation de la forêt, mais aussi la transformation du papier sur place ici. Ça va plus tard expliquer Baie-Comeau, où on force la compagnie à créer une industrie. C'est à Clark City, près de cette île, que sera donné le coup d'envoi par la création de la première usine de pulpe sur la Côte-Nord et même une des 2 seules du Québec de l'époque. Sans aucune route d'accès, c'est aussi la création du premier chemin de fer qui transporte les galettes de pulpe séchées au quai d'expédition à Pointe-Noire et du premier barrage hydroélectrique. C'est en fait la première ville industrielle de toute la côte. C'est aussi l'histoire de la famille Clark. Tout débute quand William Clark, lors d'une excursion de pêche, remarque la valeur de la rivière Sainte-Marguerite. Lui et ses frères font de l'édition à grand tirage. Ils ont besoin de papier. Ils construisent tout à grand prix. Quais, chemin de fer, barrages, usines. C'est trop.
En 1920, ils doivent vendre et finissent par être avalés, ville et usine incluses par l'Anglo-Canadian Pulp and Paper. Dans ces heures de prospérité, jusqu'aux années 50, tout y est centré sur l'usine qui peut fabriquer plus de 150 tonnes de pulpe par jour. Le bois transformé en pulpe, puis séché en galettes, est amené par chemin de fer au quai de Pointe-Noire, puis expédié en Angleterre où on en fera du papier journal. Des centaines de travailleurs venus de Havre-Saint-Pierre, de Sept-Îles, de la Rive-Sud surtout, peuvent y gagner un salaire régulier, alors que le reste de la côte vit de chasse, de pêche et d'agriculture de subsistance. Clark City était une ville modèle pour la région. Les maisons ont un aqueduc et la compagnie fournit gratuitement l'électricité. On y trouve même plusieurs services, magasins, églises, presbytères, écoles, hôpital, cliniques dentaires et bien sûr, un hôtel dont le sous-sol sert de prison. C'est la première fois sur la côte qu'on retrouve des loisirs organisés. Les autres, c'était quand on partait de Sept-Îles, on s'en allait en ville. Puis on allait à Clark City, c'était à la ville, parce qu'on arrivait à Clark City, il y avait l'électricité, il y avait l'hôpital, il y avait l'hôtel, il y avait le magasin, puis il y avait le centre récréatif. Au centre récréatif, si on voulait jouer du hockey, par exemple, ben, il y avait 2 allées de quai, on allait jouer au hockey. Si on voulait jouer au billard, on allait au centre récréatif. Si on voulait aller au restaurant, on allait au centre récréatif. Mais l'autre, il n'appelait pas ça le centre récréatif, c'était le club, on va au club. Si on voulait aller voir une vue, on allait au théâtre, c'était au club. La patinoire était aux côtés du club, puis c'était éclairé. Puis donc, ils pouvaient jouer le soir. Et puis on pouvait aller patiner le soir. Puis quand il y avait des grosses tempêtes de neige, ben, la compagnie fournissait les chevaux pour déblayer la patinoire. Puis même des fois, c'était ses employés qui étaient payés pour faire le travail. La compagnie était beaucoup participante dans les loisirs. Il faudra mentionner que les Indiens étaient des grands participants dans ce domaine-là. Les Indiens étaient des grands coureurs, premièrement. Puis c'était des gens qui aimaient beaucoup à jouer au hockey, puis à jouer au baseball aussi. En 1920, le gouvernement fédéral demande à cette même famille Clark de monter une ligne maritime moderne, capable de desservir toute la côte, y compris les postes les plus éloignés sur la basse-côte. C'est le début de l'aventure des bateaux de la Clark, facile à reconnaître par les 4 lignes blanches de la cheminée. Ces bateaux deviendront l'hiver le seul lien avec le reste du monde. Les propriétaires de la compagnie de Gulf Pulp and Paper à Clark City étaient les propriétaires aussi de la compagnie Clark Steamship, qui avait des bateaux qui transportaient les denrées dont les magasins avaient besoin, évidemment, et les magasins même à Clark City, puis à Sept-Îles, puis sur la Basse-Côte-Nord, qui venaient, disons, à peu près une fois par mois. Après Clark City, la grande ruée vers le bois à pâte continue. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, les villages se développent pour devenir lieu d'expédition de bio avec usines d'écorçage. Les compagnies ont obtenu les concessions forestières bordant les grandes rivières. C'est d'abord la création, en 1918, de Shelter Bay, aujourd'hui Port-Cartier. Shelter Bay est une ville prospère, habitée par une population laborieuse. Bien que située en marge d'un pays sauvage, Shelter Bay possède plusieurs des commodités particulières aux grandes cités, telles que réserve d'eau pure, chauffage central, système d'égout, téléphone et éclairage. Il n'y a pas de papeterie à cet endroit, mais c'est de là que s'exportent chaque année des milliers de cordes de bois à l'usine de l'Ontario Paper Company. On y trouve une église, une école et un hôpital bien aménagé et équipé. Et aussi, il va de soi, un cinéma comme il y en a partout. C'est le colonel Robert McCormick qui est à l'origine du village, comme plus tard de Franklin et de Bécomo. McCormick est éditeur du Chicago Tribune qui publie dans les années 20 250 000 de copies par jour. Même avec son usine de Thorold, en Ontario, il manque de papier. Il s'intéresse alors aux concessions forestières de la côte. En 1914, il achète celle de Shelter Bay. Avec Thibas Saint-Onge, montagnais qui a un camp de chasse sur la rivière, il parcourt le territoire, puis décide d'y construire un quai et une usine d'écorçage pour le bois à expédier en Ontario. L'épopée du bois a eu ses héros. Elle a eu aussi ses martyrs. La noyade d'une dizaine d'hommes à l'hiver 1922, au nord de Shelter Bay, va frapper l'imagination des milliers de bûcherons qui montaient au chantier chaque automne. Parmi ces noyés, un missionnaire, le père Tortelier. Voici donc la complainte du père Tortelier.
1922, oh, c'est à Shelter Bay. En 1922, oh, tout comme moi, vous le savez, il s'est fait un gros chantier. C'est Bouchard et Boudreau qui sont les grands contracteurs. C'est Bouchard et Boudreau qui sont les grands contracteurs. Tout comme moi, vous le savez, vous nous le rappelez. Ils se sont engagés, un père et un docteur. Ils se sont engagés, un père et un docteur. C'est en montant pour hiverner, 10 personnes se sont noyées. Ils les ont cherchés, y en ont trouvé 9, y en restait seulement un. C'était Monsieur Donatérien. Ils l'ont cherché, ils l'ont trouvé au printemps près des Biodravés. Qui a composé cette chanson? C'est un petit jeune homme qui a composé cette chanson. C'est un petit jeune homme, Willie Saint-Pierre, à Shelter Bay, en bûchant dans le bois brûlé. Willie Saint-Pierre, à Shelter Bay, en travaillant dans les chantiers. Deux années après l'ouverture de Shelter Bay, le colonel McCormick rachète les concessions forestières de Franklin et y installe une autre usine d'écorçage. Et la course est lancée, et pratiquement tous les villages de la Haute-Côte seront touchés par la vague du bois à pâte. D'abord Godbout, où en 1922, la Sainte-Régis Paper obtient les concessions de la rivière Godbout et transforme complètement ce qui n'était qu'un petit hameau de pêcheurs. Même chose à Baie-Trinité en 1929, où la St. Lawrence, cette fois, attire les bûcherons et les débardeurs pour alimenter ses usines de Trois-Rivières et Gaspé. Entre-temps, à Pentecôte, l'International Paper, la plus grosse compagnie de papier du Québec, rachète en 1923 les droits de la rivière et s'installe au village. La ruée s'étend aux vieilles paroisses voisines comme Sautomouton, les Escoumins, Saint-Paul-du-Nord, qui voient apparaître les arboriducs et les nouveaux quais. La dernière à s'installer sera l'Anglo Pulp and Paper à Forestville, qui voit affluer en 1937 les bûcherons dans cette ancienne concession des Price, qui venait tout juste de faire faillite. Dans ces villages, ce sont les compagnies qui règnent en maître absolu. Quand on réfère au système de villes fermées, comme celui qu'on a connu sur la Côte-Nord dans les années 50, à ce moment-là, on réfère justement en traduction, si vous voulez, à ce qu'on a couramment appelé le concept des company towns. Dans notre cas à nous, il s'agit essentiellement de villages forestiers. Donc, habités, dominés par des compagnies forestières, et c'était le cas indifféremment de villages comme Clark City, Shelter Bay, Pentecôte, Baie-Trinité, Franklin, Godbout. C'est à Franklin notamment que sera dénoncé ce système de petite dictature de villes fermées. Franck Lejeune exerce le métier de boucher. Il veut construire une boucherie à son compte dans ce petit village isolé et dominé par l'Ontario Paper. La compagnie le lui interdit et le traîne même devant les tribunaux. Les journaux mettront en lumière le caractère féodal de ces petits villages et la compagnie devra permettre le commerce. Dans ce système de ville fermée, le personnage qui domine tout, qui incarne tout, c'est le gérant de la compagnie, ou ce qu'on appelait le boss. Je dirais qu'il est la communauté du village, de la ville. Il détient en lui les trois grands pouvoirs, que sont le législatif, et qui se constate à l'œil nu par les édits qu'il affiche sur les bâtiments de la compagnie, par exemple. Il détient aussi le pouvoir exécutif, et même le pouvoir judiciaire. J'ai assisté personnellement à des procès dans ces villages-là où
dans certains cas, si c'était un employé de la compagnie qui faisait fonction de juge de paix, à ce moment-là, le gérant, lui, faisait fonction de juge en chef par rapport à lui. Vous aviez sous lui l'ingénieur forestier, surtout d'expression anglaise. Vous aviez ensuite, là, par gradation, les surintendants, les contremaîtres généraux, les contremaîtres tout court, et il faut dire aussi que les techniciens, parce qu'ils tenaient dans leurs mains, qu'on pourrait dire même la vie de la compagnie, avec toute la mécanique, les moteurs de tracteurs ou de camions, étaient des personnages très importants. En effet, à tour de rôle, les compagnies se lancent dans la mécanisation des opérations en forêt, ce qui décuplera les rendements. On laisse la hache et la sciote pour la scie mécanique. Mais c'est surtout dans le transport du bois, activité jusque-là onéreuse et pénible, que les progrès seront les plus spectaculaires. Au début, on devait transporter et nourrir des centaines et des milliers de chevaux pour traîner le bois jusqu'aux rivières. Dorénavant, des tracteurs puis des camions vont faciliter énormément le travail. Les bûcherons deviennent chauffeurs, mécaniciens, opérateurs de débusqueuses, de grues, de toute une nouvelle machinerie. Mais ces machines modernes sont souvent plus délicates que les gros chevaux qu'on utilisait jusque-là. Elles brisent souvent. On commence plus tôt les saisons de coupe et pour plus longtemps. On voit de moins en moins de ces petits camps où des bûcherons et leurs familles coupaient quelques centaines de cordes. Les camps modernes comptent des centaines d'hommes et une importante machinerie. Le confort apparaît. On vient dans ces nouveaux chantiers en camion, en jeep ou même en autobus et en avion. Du coup, ces travailleurs plus spécialisés deviennent des professionnels. Ils essaient de s'organiser. Les premiers syndicats apparaissent dans les années 40. On parle beaucoup à cette époque de coopératives. Certains songent même à des villages permanents où les bûcherons et leurs familles pourraient mener une existence dite normale. L'évêque de la Côte-Nord, Monseigneur Labrie, publie même une lettre pastorale à ce sujet. Cela restera lettre morte. On ne fondera pas de village, mais les syndicats réussiront à s'implanter. Même la forêt commençait à vivre à l'heure de l'industrie. C'est avec la naissance de Bécomo qu'on voit apparaître la première usine de pâte et papier. Déjà, le colonel McCormick, celui qui avait ouvert Shelter Bay et Franklin, avait dû promettre au gouvernement de construire une usine de pâte. Il se contente d'ériger un barrage sur la rivière aux Outardes, car les prix du papier s'effondrent et la grande crise de 29 provoque des faillites. Il songe alors à acheter une usine ailleurs au Québec. Malgré tout, en 1935, c'est la création de Bécomo. McCormick fait donc construire en 2 ans ce qui allait devenir un centre important de papier journal. En pleine crise économique, le gouvernement jubile. Du coup, Bécomo, avec ses 2000 habitants, devient la plus grande ville de toute la côte. Ravissante Bécomo, qui eût prédit qu'en quelques années, la forêt solitaire allait engendrer l'usine de papier journal la plus moderne et du meilleur rendement au monde. Personne n'aurait prévu qu'une communauté d'hommes, de femmes et d'enfants allait y gagner son pain quotidien de la même manière que celle des villes turbulentes. La Bécomo de naguère a été transfigurée. Personne alors n'entendait le tonnerre de la chute aux Outardes. Personne n'admirait les jolis contours de la baie. Les bateaux sillonnaient le Saint-Laurent depuis des siècles, en face de cette forêt vierge. Mais personne n'y faisait escale, si ce n'est quelques rares chasseurs ou prospecteurs aventureux. Bécomo est maintenant une ville modèle. L'ouvrier y habite une maison dont il est fier. Nulle ville n'a d'habitation plus coquette. La vie spirituelle n'y est pas moins empreinte que dans les grandes villes. Le clocher de la cathédrale catholique s'élance vers le ciel, symbole de sérénité spirituelle. Si loin des centres populeux, les enfants n'en disposent pas moins de commodités scolaires égales à celles des villes, sinon meilleures. L'hôpital de Bécomo a un personnel et un équipement tels que les citoyens dans cette solitude ne craignent pas la maladie.
service moderne de police et d'incendie assure la sécurité des gens. Le centre civique, avec ses salles de danse et de lecture et sa riche bibliothèque circulante, invite au repos. La population peut se livrer au chant choral, au patinage, au curling, au billard et aux quilles, entre autres divertissements. Une pionnière témoigne. On arrive le fin octobre, dans une tempête de pluie. On arrive au quai, soit disant en passant, que j'étais venu par bateau, ce qu'on appelait le Shelter Bay, qui appartenait à Ontario Paper. Ils nous ont descendu ici, moi et quelques membres de la famille. On arrive au quai, je me répète, pas de lumière. Alors, où aller la ville? Il n'y en a pas. C'est du bois. C'est la grande noirceur. Tout ça pour dire que il n'y a rien. C'est une ville en construction, c'est un moulin en construction, c'est 5000 hommes à construction, très peu de femmes. Maintenant, la ville elle-même, il n'y avait rien. On était isolés entre le Saint-Laurent et le Manicouagan. Il n'y a aucune route. Alors, on était pris ici. Il n'y a pas de classe sociale. Puis les gens se tiennent ensemble. La compagnie faisait des danses peut-être une fois par mois. Je me répète, il y avait très peu de femmes. Alors, un petit à côté, j'avais moi-même reçu 7 invitations à un moment donné pour une danse de Halloween, le premier automne, où j'ai accepté toutes les 7. Ça démontre quand même le peu de femmes et peut-être des gars qui n'étaient pas trop difficiles. Les gens étaient venus ici pour gagner leur vie, quoi. On est en plein contexte économique qu'on connaît des années 30. Avec l'apparition de Bécomo, la Haute-Côte prenait la tête du développement régional. Cela allait entraîner en 1950 la création d'une ville jumelle voisine, Haute-Rive, et ce suite à des pressions venant de l'organisation religieuse de la Côte-Nord. Les premières années de la nouvelle ville de Bécomo vont être un succès, à tel point qu'en 1946, Bécomo est devenue la capitale de la Côte-Nord, la ville la plus populeuse, avec quelques milliers d'habitants, et même plus grosse que Clark City ou les autres villes. L'Église catholique va emboîter le pas en créant en 1946 le diocèse de la Côte-Nord qui va de Tadoussac jusqu'à Natashquan. L'évêque, qui s'appelait Monseigneur Napoléon Alexandre Lebris, qui jusque-là était basé au Havre Saint-Pierre, va décider de venir s'installer dans la nouvelle ville. Ça va faire bien plaisir d'ailleurs aux grands dirigeants de la compagnie à Chicago, Colonel McCormick, ou à Montréal, M. Schmoun. Par contre, ça va faire moins plaisir au gérant local, qui est M. Sewell, qui va avoir de fréquentes querelles avec Monseigneur Labrie. Sewell avait été formé à l'école des Price sur la rive sud avec une mentalité de petite ville fermée, très enracinée. De son côté, Monseigneur Labrie est un personnage très engagé socialement. Il s'était battu, par exemple, pour les bûcherons dans la lettre à la forêt en dénonçant les transferts rive-sud, rive-nord de milliers de bûcherons chaque automne. Il dénonçait les compagnies de fer qui venaient juste faire une exploitation primaire du fer sur la Côte-Nord. Ce même personnage-là, Monseigneur Labrie, rêve maintenant d'une capitale religieuse pour la Côte-Nord, avec ce qui est la force de la religion à l'époque, un collège classique pour l'éducation de tous les enfants de la région, avec un hôpital régional, ce qui est un rêve pour le moins prophétique, avec ses propres spécialistes. Et Monseigneur Labrie commence à regarder les territoires autour de Bécomo qui pourraient lui permettre de créer cette capitale-là. Il trouve un plateau du côté de la Manicouagan, à quelques milles de Bécomo, et ça va être le début de la fondation de Haute-Rive. Mais dans les années 60, c'est le déclin. La grande vague des pâtes et papiers va se retirer aussi soudainement qu'elle avait déferlé au début du siècle. Déjà, en 1955, l'Ontario Paper annonce qu'elle cesse ses opérations à Franklin. Les ressources forestières sont épuisées. Dans les années suivantes, les villages verront partir les compagnies les unes après les autres. Pentecôte, Baie-Trinité, Godbout, Shelter Bay, Sautomouton, Port-Neuf, Les Escoumins et en 1967, Clark City, la pionnière des villes industrielles.
Les meilleures réserves de bois sont épuisées, le prix du papier est incertain, la concurrence féroce. On démantèle les équipements, certains employés rachètent leur maison, les quais de déchargement vont vite tomber en ruine. À Shelter Bay, devenu port-cartier, on aurait cru à une renaissance en 1972 quand l'International Telephone and Telegraph, la puissante multinationale ITT rayonnier, démarre la construction d'une super-usine de pâte à rayonne. Tout y sera au superlatif, les équipements les plus mécanisés, les subventions astronomiques, la plus grande concession forestière au monde. Mais l'opération accumule d'autres records. De mauvaise administration, de hausse du coût de la vie, de mauvaises grèves et d'un déficit accumulé de 250 millions à la fermeture en 1979. Cependant, 2 villes ont survécu à cet abandon massif des compagnies forestières. C'est d'abord Forestville, où l'Anglo Pulp and Paper rachète de confortables réserves de bois sur les rivières Saut-au-Cochon, Laval, Bercimis et Saut-au-Mouton. On expédie des centaines de milliers de cordes aux usines de la compagnie, particulièrement à Montmorency, en banlieue de Québec. À Bécomo, la compagnie de papier QNS installe de nouvelles machines et double sa production de papier. Bécomo connaît aussi une certaine diversification industrielle avec l'arrivée de la Canadian British Aluminium en 1958 qui fabrique des lingots d'aluminium. Enfin, dans les années 70, la nouvelle scierie des Outardes, près de la rivière, produit du bois d'œuvre. Cela fait donc plus de 150 ans qu'on s'intéresse aux ressources forestières de la haute et moyenne Côte-Nord. Parmi ces villes et ces villages qui sont nés à cause des industries, principalement l'industrie des pâtes et papiers, certains sont disparus ou laissés pour compte et peu connaissent une véritable prospérité. On pense aujourd'hui à des usines plus petites, fondées sur le sciage, mieux adaptées au milieu. Les ressources forestières ne sont pas inépuisables comme on l'a cru au début du siècle, mais elles sont là et elles sont énormes.